Tomber en feuilles mortes, plonge, fait du haut vol jusqu'à hauteur invisible. Un standard, c'est un critère, une définition de ce que doit être l'animal, le pigeon en l'occurrence, puisqu'on parle du pigeon, l'animal que vous voulez sélectionner. Ce standard vous dit vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il a été écrit à une certaine époque par des gens qui l'ont défini, qui se sont mis d'accord entre eux et qui ont imposé leur point de vue qui a été adopté par les autres. Par exemple, le Carrier demande à ce que les caroncules soient le plus développés possible et bien régulières autour du bec, qu'elles ne soient pas développées seulement au-dessus du bec, mais aussi en dessous du bec. La chair du tour des yeux doit faire un tout avec les caroncules du tour du bec. C'est une caractéristique de cette race-là qui est bien expliquée dans le standard. Le capucin. L'œil toujours perlé et parfois imperceptiblement sablé de rouge. L'œil citronné est un défaut. Les oiseaux ayant un œil perlé et un œil de vèze peuvent être conservés pour l'élevage, mais ne doivent pas être exposés. On remarque parfois la présence de sourcils. Le tour de l'œil est d'une texture fine, de blanc jaunâtre à rouge vif, cette dernière teinte étant préférée. Cou assez long, sans exagération, et légèrement arqué. La forme du cou dépend souvent de celle de la crinière et du collier. Les standards, c'est quelque chose de fantastique. Je prends par exemple le modèle anglais, qui est un pigeon rond, très court. À l'origine, aux environs de 1900, ils ont écrit un standard d'un pigeon qui n'existait pas. Ils sont partis du Triganini. Le Triganini, c'est un modèle italien qui est très long. C'est un petit pigeon sportif de vol. Les Anglais l'ont ramassé, ils en ont fait un trône, puis ils se disent mais pourquoi on le ferait pas plus court? Pourquoi on ferait pas quelque chose de plus rond? Ils sont arrivés à faire le modèle d'aujourd'hui, qui est une perfection de rondeur, puis c'est merveilleux, moi je trouve ça extraordinaire. À l'origine, il est certain que les queues de paon n'avaient pas la queue développée comme on les connaît tous. Ils avaient une queue allongée, comme les pigeons normaux que vous voyez dans la rue. Et puis un jour, il y en a un qui a eu 2-3 plumes qui se relevaient. Et puis un jour, on en a trouvé un deuxième, on les a accouplés ensemble. Avec les pigeons, ça va très vite le travail, puisqu'ils font en principe 2 œufs par mois. Donc ça va très vite, on voit tout de suite les progrès. C'est ça l'intérêt. Quand il roucoule, le pigeon sauvage boule un peu, mais ce n'est que passager. Tandis que chez le boulant, on arrive à fixer la boule tout le temps, le plus longtemps possible. Cette tare qui est devenue une qualité a fait la race des boulants. Ils sont tous originaires des petits pigeons de roche, du Bizet, mais on a entretenu pour les uns la taille, la grosseur, la couleur de l'œil, la grosseur du bec, la forme. On a travaillé tout ça pour faire des différentes races. De l'énergie, on met beaucoup de passion, on met beaucoup de temps. Oui, on fait des pigeons uniquement pour nous amuser, ça c'est certain. C'est uniquement pour nous amuser, ça sert à rien. Pour les profanes, on passe pour des cinglés dans le monde entier, ça je suis tout à fait d'accord. Mais nous, on se considère un petit peu comme des créateurs. Quand vous avez introduit une nouvelle couleur, quelle satisfaction! On reste des heures devant les cages à regarder ça. On est des créateurs de matière vivante, oui, c'est exact. C'est ce qui m'amuse d'ailleurs. C'est une passion. Si vous ouvrez les cages de tous ces pigeons-là, tôt ou tard, dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être même avant, tous ces pigeons-là reviendront à leur origine et ressembleront aux pigeons de Paris. Pigeons, vous que la muse antique, attelés au char des amours, où volez-vous, là en Belgique, d'errante vous portez le cours, d'errante vous portez le cours. Ainsi de tout faisant retour, ce noble taré, saut parvenu, transforme en courtier de bourse les doux messagers de Vénus, transforme en courtier de bourse les doux messagers de Vénus. Au cours du 19e siècle, le pigeon est devenu le commis voyageur des banquiers, des hommes d'affaires et de la presse. En Belgique et dans le nord de la France, il déchaîne les passions des colombophiles. Mais en 1870, le siège de Paris par l'armée prussienne va faire de lui un héros. Dans une capitale entièrement coupée du reste du pays, les pigeons vont devenir
les messagers de la République. Paris assiégé par les Prussiens, il n'y a plus aucune possibilité pour les Parisiens d'avoir des informations concernant la province. Il n'y a plus qu'un seul secours, c'est la voie des airs. On utilise bien sûr déjà des ballons d'observation, mais des ballons captifs dans les armées. Mais l'idée de quitter Paris par les airs, en laissant le ballon libre au gré des vents, traverser les lignes prussiennes et se poser où il pourra, c'était quelque chose d'assez fantastique. On va donc en récupérer quelques-uns qui subsistent encore dans Paris et lâcher les premiers ballons avec des aérostiers pour qu'ils puissent ainsi sortir de Paris et apporter des informations concernant la ville elle-même. Mais le premier ballon parti, une fois qu'il a franchi les lignes prussiennes, personne à Paris ne peut savoir s'il est arrivé à bon port ou pas. Voilà, les colombophiles interviennent et disent, mais pour le second ballon, emportez donc des pigeons. Nous aurons la réponse à Paris. Directement, nous saurons que le ballon est bien arrivé. C'est au troisième ballon, emportant à nouveau des pigeons, que là, les pigeons apporteront, dans les heures qui suivent l'atterrissage du ballon, l'information très rapidement à Paris, avec des renseignements très détaillés qui seront fournis par ce que l'on appelle un pigeongramme, c'est-à-dire un petit mot qui est inscrit et qui est glissé dans l'empennage arrière du pigeon et qui permettra de donner l'information aux Parisiens. Léon Gambetta, qui a quitté Paris en ballon pour installer la résistance à Tours, va ainsi, grâce à ses pigeons, pouvoir communiquer avec la capitale. Mes chers collègues, je vous ai transmis par les pigeons voyageurs partis de Tours le 8 novembre un décret rendu le 4. Il y a urgence à ce que vous vous empariez de tous les pigeons disponibles à Paris, de manière à ce qu'il n'en reste pas un seul à la disposition des particuliers. Aucune réquisition n'est plus nécessaire et jamais cette mesure n'a été plus pressée. Le support du message lui-même va évoluer. On va passer d'abord d'un papier mince, très finement écrit, avec un système de codage chiffré, à la photographie. La photographie va permettre d'augmenter la quantité de messages sur une même surface. On passera ensuite à une troisième étape. Cette troisième étape, ce sera le microfilm, où là, on augmente dans des proportions considérables l'information transportée. Et là, la Poste, à ce moment-là, va avoir forcément un intérêt à transmettre les messages même de particuliers de la province vers Paris. Lucie, Léonie, Émile vont bien. Maman, Si mal. bombardements, Lucia. abrités mal, cave, cherchez Victor partout, travaille, même alcool. Lolotte 5 dents, Louis Courage, parle-toi Julie. souvent. Une Je vis belle. pour t'aimer toujours. Et bébé, Bibo. Le siège de Paris est très dur, très très dur. On mange ce qu'on trouve, des rats, le jardin des plantes, les animaux sont tués progressivement pour être mangés. D'ailleurs, Victor Hugo dit bien lui-même qu'il a dans l'estomac l'Arche de Noé. Donc c'est rude. Et le pigeon, qui est un animal tentant, je dirais, pour un estomac affamé, reste une sorte d'animal sacré. On l'attend. On regarde où le pigeon va se poser, transporte-t-il ou non un message. C'est vraiment un lien émouvant, important. Et les poètes vont s'en saisir, bien entendu, les peintres, les artistes. Je songe à Clovis de Chavannes, qui représente cette femme tenant contre elle un pigeon. Bartholdi, avec ce projet curieux, à la place du Sacré-Cœur de Montmartre actuellement, d'un immense monument à la gloire du pigeon. Ces pigeons termineront d'une façon assez tragique, puisque une fois le siège terminé, ils passeront à l'oubli quasiment définitivement. Ils seront revendus par la direction des domaines. Peu de gens en feront l'acquisition, et parmi les pigeons que l'on peut croiser dans les rues de Paris, ma foi, il doit exister très probablement des descendants de tous ces héros. Après le siège de Paris, toutes les armées européennes se dotent d'un service colombophile. Beaucoup d'expériences sont tentées, dont celle de l'allemand Neubrunner, qui transforme le pigeon en avion espion en l'équipant d'un appareil photo. Mais c'est surtout le secret de son vol que vont tenter de percer les scientifiques. Le vol du pigeon a toujours intéressé l'homme. Le pigeon a un vol battu, un vol qui impose une très grande dépense d'énergie. C'est un vol puissant qu'il est capable de maintenir sur une très longue durée. Il peut battre des ailes à une fréquence de 4 à 6 battements par seconde.
On doit les premières études scientifiques sur le vol du pigeon à Marais, à un médecin français. Ces études décrivent pour la première fois ce vol sous la forme d'une courbe sinusoïdale. Pour cela, Marais a placé des capteurs sur des pigeons et a ainsi pu enregistrer les mouvements de leurs muscles pectoraux. Marais était également photographe et il a réussi de magnifiques photos qui décomposent toutes les postures du pigeon durant le vol. Vers la fin du XIXe siècle, l'intérêt pour l'aviation a fait qu'on a beaucoup étudié le vol des oiseaux. On espérait alors que ces études ouvriraient des pistes exploitables. Malheureusement,